Bagarreuse, bagarre, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on reçoit Lionel Brizefin, responsable MMA de la fédération. Je dirais même mieux, monsieur MMA tout court. Car je sais à quel point tu es vrai pour le MMA en France et on t'en remercie, nous, à la bagarre en tout cas. T'as accepté ce nouveau format, les questions qui fâchent, posées par nos followers et quelques-unes par nous aussi. On commence tout de suite. Un Hall of Fame MMA français, pour ou contre? Pour. C'était pour. Est-ce que tu serais d'accord que la Fédé chapeaute ce Hall of Fame, c'est-à-dire mettre en place un jury et des critères? Bien sûr, pour, à fond. Ah, faut qu'on en discute. On sort bientôt d'ailleurs la vidéo, ou elle est déjà sortie selon à quel moment vous la regardez. Faut qu'on en discute, tu reviens chez nous, on en reparle. La règle des fameux 4 combats plus c'est moins. Elle saute, apparemment, quand et pourquoi? Elle saute pas, elle est adaptée. C'est-à-dire qu'avant, elle s'appliquait sur 10 combats et plus. Et là, maintenant, c'est sur les 5 combats et, enfin, c'est sur les moins de 5 combats, en fait. Donc, à la lueur de ce qu'on a observé et de l'évolution aussi du MMA en France, et comme ça a toujours été dit, elle est adaptée et elle pourrait même disparaître d'ici 2025, comme pareil, ça a été annoncé depuis le début. Donc là, elle est déjà applicable? Elle est passée dans le code sportif en version 9, qui a été proposé la semaine dernière au comité directeur de la boxe pour validation. Et on attend la validation la semaine prochaine pour pouvoir la publier sur le site fmmaf.fr. Donc, grosso modo, au mois de mai. Le mois de mai sera effective. Messieurs les organisateurs, vous savez ce qui vous attend. Alors, Buldo JJB nous a posé une petite question pour toi. Aurais-tu dit à un dirigeant du MMA français que tu n'avais pas vocation, à développer le MMA amateur? Je pense pas avoir dit qu'on n'avait pas vocation à développer le MMA amateur. J'ai entendu déjà cet élément-là. Comme on l'a dit, la fédération, c'est de la formation, du développement et de la compétition. Et notre boulot à nous, c'est pas effectivement de développer outre mesure, s'il y a une précaution à prendre, mais développer outre mesure la compétition, c'est-à-dire que on n'est pas là que sur la compétition. Comme on le voit, c'est 33% de ce qu'il nous reste à faire. Et effectivement, la partie compétitive et la partie notamment compétitive pro, elle a pas du tout besoin de la fédération, elle se développe toute seule. Il y a le cadre, qui est le code sportif, et la manière dont elle vit, elle le fait toute seule, sans que la fédération intervienne. Donc, de toute manière, l'aspect compétitif hors fédéral, il vit très bien tout seul. À être trop sécuritaire, est-ce que la Fédé ne pousse-t-elle pas les autres organisations, des organisations, à aller vers d'autres fédés qui sont plus souples en termes de réglementation et de tarification? Donc, en fait, si l'idée, c'est d'être plus souple en termes de sécurité, faut voir où on a envie de placer le gradient de sécurité. Est-ce qu'on peut être trop sécuritaire? Je sais pas. Ça reste un sport de contact avec mise hors de combat. Et c'est quelque chose de sérieux. Il y a très peu de sports qui sont concernés par ça. Et par conséquent, ça nécessite un ensemble de précautions. Et c'est important de protéger les athlètes et les pratiquants de tous âges, aussi bien sur le pratiquant loisir que le pratiquant compétiteur, qu'il soit jeune, amateur ou professionnel. Ils méritent tous le même niveau de sécurité de pratique. Et de tarification? Je sais que tu en as déjà parlé dans l'autre format, mais pour ceux qui n'ont pas vu l'autre, en termes de tarification, le fait qu'il soit moins cher que vous? Le fait qu'il soit moins cher que nous, je sais pas comment eux ils organisent justement leur fonctionnement. Nous, en tout cas, sur les compétitions pro, la taxe fédérale, elle est réinvestie dans le sport amateur, donc dans justement la promotion du MMA amateur à travers le dispositif, par exemple, qu'est la MMA League. Donc en fait, c'est à ça que ça sert. Ça sert à rien d'autre. Et puis comme ça a déjà été dit, aujourd'hui, il n'est pas pertinent de se lancer dans une guerre des tarifs sur une prétendue concurrence, en fait, en se disant, puisque cette fédération propose 400 €, nous, on va proposer 390 € pour ramener vers nous des compétitions. Et là, c'est là que je dis oui, notre boulot, si à ce moment-là, notre boulot, c'est pas, en tant que fédération, d'aller chercher à avoir tous les organisateurs. Ça va être une offre qui est concurrentielle. Si d'autres organisateurs décident avec ce type de sécurité, avec ce type d'encadrement, avec ce type de qualité, d'aller dans d'autres fédérations, à ce moment-là, ok, mais en tout cas, tout ce qui sera fait à la FMMAF est fait pour que ça protège et que ça sécurise le pratiquant. Donc, ça sera aussi au pratiquant de choisir dans quel dispositif il souhaite évoluer, avec quel dispositif de sécurité autour de la cage il souhaite évoluer. Autre question donc, d'anciens combattants
non diplômés en tant que coach enseignent aujourd'hui apparemment, selon cette question, dans des fitness parks ou dans des on air. Qu'est-ce que t'en penses et quel risque encourt-il? L'encadrement de la pratique du MMA, si c'est un encadrement, la fédération, elle intervient qu'au niveau de ses licenciés. C'est-à-dire que voilà ce qu'on en pense. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que dit la loi? La loi dit que l'affiliation est nécessaire pour justement, notamment, aller sur les compétitions, et que le diplôme fédéral, il est demandé dans le cadre où justement tu es dans une structure affiliée. Aujourd'hui, il est tout à fait possible dans tous les sports. Je peux très bien, moi, demain, proposer des cours de tennis sans avoir aucune qualification en tennis. À partir du moment, je le fais, et si je suis pas rémunéré pour ça, je peux le faire. Si je suis rémunéré, il y a un problème, mais c'est pas le problème de la fédération. C'est un organe qui s'appelle la direction des sports, qui elle dispose de ce qu'on appelle des inspecteurs jeunesse et sport, qui doivent dans les établissements de sport contrôler justement que les personnes qui proposent l'activité sont qualifiées pour le faire. Maintenant, si jamais tu as un accident en tant qu'encadrant, ce qui sera évalué par les assureurs, c'est ta capacité à toi. Est-ce que toi, tu avais les compétences requises pour encadrer l'activité? S'il s'avère que tu n'as pas les compétences aux yeux de l'assurance, bah à ce moment-là, effectivement, tu seras en faute. Mais ça, c'est plus du tout sur les girons fédérales. On n'est pas un organe de sanction. Autre question. Donc, apparemment, la FMAF aurait dénoncé à l'UFC que le MAGP aurait utiliserait une cage aux normes UFC. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai que Abdel, lorsqu'elle est venue ici, nous en a parlé aussi du fait que je te pose la question vu que ça a été posé. Je te fais simplement. Mais c'est quoi une cage aux normes UFC? Je ne sais. Je te pose la question telle quelle. D'accord. Il n'y a pas de normes. On a. Je suis pour rien. Hein. Vraiment ouais. voilà. Il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de normalisation sur les cages. Donc en fait, on a rédigé avec Johnny une normalisation. On a défini les coefficients de déformation, l'épaisseur, etc. Et il y a des choses qu'on veut voir et des choses qu'on veut pas voir en termes de cage. Une cage aux normes UFC. En fait, ça veut rien dire parce que si c'est une norme, c'est que c'est passé par de la normalisation, type norme AFNOR ou norme ISO en fait. D'accord. Donc à ce moment-là, si c'est pas une norme, c'est aux dimensions. Donc ça veut dire que toutes les cages qui ont les dimensions de la cage UFC sont à ce qu'on appellerait les normes UFC. Quel est l'intérêt pour la fédération de dire à l'UFC que Abdel utilise une cage qui fait telle taille, etc. En fait, je vois même pas ni l'intérêt ni la pertinence du sujet, sachant que c'est quand même un organisateur qui s'est rapproché de l'UFC pour le premier événement qui était sur l'UFC Fight Pass, qui était le premier MMAGP en fait. Donc de nous deux, qui est celui qui s'est rapproché en premier de l'UFC? Bah, je pense pas que ce soit la fédération. Et quel serait l'intérêt de la fédération de dire que il utilisera une cage dans des normes que nous-mêmes nous ne connaissons pas et qui n'existent pas en fait? Je comprends pas. Donc pour répondre à la question, c'est non. Non. Merci. Donc, question suivante. Pourquoi la Fédé a appliqué le même tarif au MAGP lors de son événement au Cirque d'hiver concernant les combats pro et les combats amateurs? Parce qu'à l'époque, l'élaboration de la grille tarifaire, elle a été montée très très rapidement pour répondre à cette demande. On était sur la rentrée de l'année dernière et le fait de mettre en place les combats amateurs au sein de la FMMAF, ça s'est fait en septembre et c'est un truc qui a été fait et qui a été fait trop vite par un organisateur qui voulait aller très vite et et par conséquent, ça manquait d'une phase de réflexion. Donc c'est pour ça que ça a été monté comme ça en fait. Mais pourtant, il me semblait déjà avoir échangé avec Abdel là-dessus, mais c'est pas Abdel qui nous a posé. Je tiens à préciser, c'est pas Abdel qui nous a posé la question. C'est un autre internaute, un autre followers. D'accord. Alors, prochaine question, et ce sera la dernière concernant le MMAGP, si je ne me trompe pas. Pourquoi cet acharnement à l'égard du MMAGP via la Fédé? Je sais pas ce qu'est l'acharnement, en fait. Je pense pas que ce soit un acharnement. Donc, je me reconnais pas dans les termes, en tout cas, d'acharnement de la fédération. On applique exactement la même vigilance pour toutes les organisations, qu'il s'agisse du MMAGP jusqu'à UFC, Bellator. En fait, tout le monde est soumis au même cahier des charges et à la même réglementation. Et c'est même pas la fédération, c'est-à-dire qu'il y a un bureau technique des officiels qui est en charge de veiller à la conformité des manifestations.
Et par conséquent, c'est le bureau technique des officiels qui valide et qui vérifie ce qu'il y a à vérifier, en fait. Mais je pense pas que ce soit un acharnement. Bon, tu m'as spoilé un peu la prochaine question. La FMMAS favoriserait-elle une organisation plutôt qu'une autre? Non. Merci. Pourquoi la FMAF propose autant de restrictions pour organiser en France des événements de MMA? Par exemple, elle briderait donc le MMA français. Alors, type de restriction, par exemple, le fait qu'il y ait plusieurs médecins, la tarification, la réglementation pour avoir tel ou tel examen médical. Je sais qu'on en a parlé dans un autre format. Donc, si tu peux faire simplement très très court pour celui-ci. L'ensemble des dispositifs qui sont mis en place, ils sont faits pour protéger l'athlète et le combattant. Ça peut être perçu par certains comme étant des éléments bloquants, mais en fait, c'est des éléments qui sont nécessaires, naturels et indispensables quand on pratique un sport avec mise hors de combat. Vous pouvez aussi regarder donc la réponse sur l'autre format qu'on a fait avec Lionel, et il est beaucoup plus explicite sur l'autre format. Prochaine question. D'autres fédérations n'imposent pas autant de restrictions que vous. Pourquoi? En fait, je sais pas. Je pense qu'il faudra leur poser la question. Je travaille pas dans les autres fédérations, donc je suis pas capable de dire pourquoi les autres font différemment. Là, je pense tu auras répondu à celle-ci. Comment les coachs de l'équipe de France sont-ils choisis? Les coachs de l'équipe de France ont été choisis, ils sont titulaires d'un DE ou d'un master, donc il fallait un diplôme d'un certain niveau et une expérience avérée sur le volet compétitif et ou professionnel. Donc le coach de l'équipe de France, il y a Nicolas Hoth qui a été médaillé en amateur, qui a combattu aussi en pro au cage et qui est titulaire d'un master STAPS EOPS et donc entraînement et optimisation de la performance sportive. Et puis Christophe Dafreville qui a un DE judo et qui a été combattant professionnel. Donc c'est comme ça que les coachs ont été choisis. Merci pour cette réponse. En dehors du circuit MMA League proposé donc par la Fédé, les résultats donc de la FFMF ou de la FFL sont-ils pris en compte pour la constitution d'une équipe de France? Les résultats pris en compte pour la constitution sont ceux de la MMA League uniquement. Donc, pour faire des points, il faut être sur les circuits MMA League, de sorte à pouvoir être en haut du classement pour être sur les championnats de France. Pour être très clair, donc par exemple, si je gagne par exemple l'AEF ou le Cage of Game, ça ne compte pas Non, ça compte pas. D'accord. La MMA League permet aux combattants amateurs de participer à un événement par saison dans sa région, à moins d'engager des frais monstrueux pour se rendre dans d'autres régions. Que faire pour y remédier? Demander au club de participer, puisque le combattant, c'est aussi la promotion du club. Et comme dans toutes les autres disciplines, quand tu vas faire une compétition à l'extérieur de ta région ou de ton département, parfois les clubs y participent. Et donc, ça fait partie aussi du fonctionnement normal. Et il faut qu'on puisse proposer des étapes MMA League dans toutes les régions, mais c'est assez ouvert. Quelle que soit ta région d'origine, tu peux venir y participer. Pourquoi donc la Fédé, la FMAF, ne permet-elle pas aux athlètes combattants de combattre torse nu, ce qui rendrait entre guillemets le combat un peu plus proche de la réalité lorsqu'on les compare au combat professionnel, ce que fait déjà la FFL? Je sais pas. Nous, on laisse le rash guard parce que c'est pour aussi qu'on arrive à dissocier visuellement le combat amateur du combat pro, même si quand en boxe amateur, tu combats avec un débardeur et pas torse nu, ça permet de faire une distinction entre les deux. Pourquoi avoir créé des grades pour les amateurs? Les grades, ils sont pour tout le monde. Les grades, ils sont pour les pratiquants. Et parmi les pratiquants, il y a les compétiteurs amateurs. Et c'est pour justement niveler la pratique et qu'on ait une pratique qui soit progressive et pédagogique. Donc c'est à ça que ça sert. Quelles sont les conditions pour qu'un club puisse être affilié à la Fédé? Il faut que le club dispose d'un encadrant diplômé, d'un BF2. Si l'encadrant n'a pas de BF2, il faut qu'il signe une lettre d'engagement et il s'engage à passer le BF2 dans une période donnée. Et ensuite, il lui faut 2 autres membres pour créer un bureau. Et ensuite, comme toutes les associations. Affilié, comme toutes les associations. Pourquoi la fédération ne permet-elle pas de prendre de licences individuelles?
Alors ça, c'est en cours de résolution. C'est parce que le logiciel dont on dispose, qui est un logiciel fédéral, ne permettait pas cette partie-là. J'ai rencontré la semaine dernière la société qui développe, et donc on projette de mettre en place la prise de licence individuelle. Mais c'est vrai que normalement, on est rattaché à un club, et un ensemble de clubs dans un département permettent de créer un comité départemental, et un ensemble de comités départementaux permettent de créer une ligue ou un comité régional qui permet d'avoir une représentation ensuite nationale. Donc une structuration normale serait quand même en appui sur les clubs pour avoir une représentation territoriale. Mais là, on ouvre un peu le dispositif. Possible de prendre une licence en passant par un club, ou possible de prendre une licence tout seul, et on sera rattaché à un club géant administratif qui s'appellera le club FMMAF. Pourquoi les tarifs pour pouvoir organiser des événements ne sont-ils pas publics et transparents? Les tarifs sont publics et transparents. Si on a Internet, il y a la grille tarifaire. Quand on va sur le site fmmaf.fr, on peut mettre organisé ou compétition. C'est une sorte de FAQ, et dans la FAQ, on peut accéder à la grille tarifaire. Elle est disponible depuis 2020. Question là très précise. Même si les autres l'étaient aussi, mais celle-ci, voilà. Abdoul, qui a combattu donc récemment pour à Arès contre Raphaël Aratik, aurait donc lors d'une interview pour un média russe indiqué que son adversaire avait été contrôlé positif. Et donc la question c'est pourquoi ni Arès ni la Fédé n'a communiqué dessus, et que c'est l'athlète qui a dû communiquer dessus. Parce qu'en fait, lorsque la FLD te signale la FLD est l'agence française de lutte antidopage. Elle réalise des tests et des contrôles de manière autonome, sans concerter la fédération. Elle n'est pas du tout tenue de le faire. Elle peut contrôler les athlètes quand elle le désire, comme elle le désire. À l'issue de ces contrôles, elle envoie les résultats et elle notifie la fédération. Lorsqu'on reçoit la notification, il y a un petit paragraphe en bas avec un article de loi qui indique que ces résultats sont confidentiels et qu'ils ne peuvent être divulgués ni à l'athlète, ni à la structure d'entraînement de l'athlète. Donc nous, on est notifié que l'athlète est suspendu. On a dans notre base de données, on invoque la suspension. Pour des raisons RGPD, on peut pas dire pourquoi, mais on sait qu'il y a suspension. Et quand les autres cartes arrivent, on regarde si l'athlète, il fait partie des athlètes qui sont suspendus. Mais on n'a pas le droit, c'est interdit légalement, de communiquer sur les résultats que nous, on a des contrôles AFLD. Dernière question, pas des moindres. Est-ce que l'UFC aura bien lieu au mois de septembre en France? Bah, je sais pas. Faudra contacter l'UFC. On n'a pas de plus d'informations que ça. Comme d'autres organisations, on est en contact régulier, et puis ils observent les modifications du code sportif et ils nous posent un certain nombre de questions. Maintenant, on ne sait pas encore quand est-ce qu'ils viendront. D'accord. Bah, merci aux followers d'avoir participé. Merci pour leurs questions. Merci à toi surtout pour avoir répondu. Ceci. Et t'as joué, voilà, t'as été transparent, t'as joué le jeu. Merci beaucoup. On se dit à très vite à la bagarre, et j'espère te revoir très 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 vite dans un autre format chez nous. Merci encore. À bientôt.